Québec, Québec. C'est bien, on a Montréal, Québec, Québec, Québec. Bon, il y a déjà une petite trentaine de personnes qui sont là. Ce que je propose peut-être, c'est de commencer. Sans plus tarder, on va rapidement rappeler un peu la proposition de valeur. Donc, effectivement, on organise ces rendez-vous en terre numérique avec des experts choisis sur le volet. 4 continents. Bah, aujourd'hui, Olivier Gourmand représentera l'Amérique du Nord, quelque part, mais aussi l'Europe, l'Afrique et la zone Asie-Pacifique. La formule est toujours la même, hein, 30 minutes de notre cher expert, et puis après 10-15 minutes de questions-réponses. Suite à ça, eh bien, vous aurez dans les 24 heures un white paper qui va synthétiser un petit peu les concepts les plus importants qu'il faut retenir. Vous trouverez aussi dans ce white paper les coordonnées du conférencier que vous pourrez évidemment contacter avec grand plaisir. Vous retrouverez aussi le replay de la vidéo pour ceux qui souhaitent voilà, la passer aussi avec leurs équipes. Ça arrive régulièrement. Et enfin, pour les prochains intervenants, vous pourrez d'ores et déjà prendre date. Donc, pour terminer ce semestre, on aura, enfin, semestre plus, puisque le 30 juin, on est encore dans le semestre, c'est les dirigeants face à l'IA, décidés sans être experts. C'est Loïc Arniche qui, cette fois-ci, représentera la zone Acadis, pas Acadis, qu'est-ce que je dis, la zone Pacifique, excusez-moi, Asie-Pacifique, c'est ce que je voulais dire. Donc, Loïc sera avec nous. Et puis, on va terminer cette première série, en tout cas de cette année, avant la rentrée, avec Boris Motilowski, qui est un des grands experts justement de la sécurisation. Et Dieu sait qu'avec l'IA agentique, il y a de quoi faire. D'où la question mission impossible, point d'interrogation. Donc, sans plus tarder, Olivier, je te donne la main. On a déjà plus de 30 participants en ligne. Donc Olivier, un gourmand qui est à Montréal aujourd'hui, conférencier international, qui va nous parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup de monde, l'agilité, la robustesse et l'IA. Et en sous-titre, on a piloté les organisations dans l'incertitude. Olivier, à Merci, toi la parole. Christophe. Merci, vous m'entendez bien? Super. Alors, je vais partager mon écran sans plus attendre. Share, fenêtre. C'est celle-ci. Et est-ce que vous voyez mon écran? Et maintenant, le titre de la présentation, qui est bien, je confirme, je n'ai pas changé le titre. C'est Aujourd'hui, parfait. on va parler de robustesse et d'IA, piloter les organisations dans l'incertitude. C'est possible. Est-ce possible? Je vais répondre oui tout de suite. Pas faire durer le suspense. Donc, merci à Cadis de m'accueillir aujourd'hui. Je suis Olivier Gourmand, expert en agilité, je peux dire ça, parce que ça fait quand même depuis 2001 que je baigne dans l'agilité à peu près chaque jour, et dans l'informatique depuis que j'ai... Bon, là, je ne vais pas dire mon âge, mais ça fait 40 ans que au moins. Approximativement 10 ans développeur logiciel, puis architecte d'entreprise, dans des organisations allant des startups aux multinationales, dont Oracle, 3 ans à Oracle, 10 ans de cumulé en gestion, CTO, puis depuis 15 ans, je me dédie au coaching des organisations. Depuis quelques années aussi, je m'intéresse plus particulièrement à l'IA, parce qu'il faut. Et je travaille avec des entreprises qui développent des logiciels de pointe et qui utilisent l'IA vraiment quotidiennement. Et moi-même, je l'utilise quotidiennement presque depuis 3 ans. On va voir à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Donc aujourd'hui, je vais dévoiler l'aboutissement de mes recherches sur l'agilité organisationnelle dans des temps de plus en plus turbulents.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les temps sont de plus en plus turbulents. Pourquoi est-ce que je pense que l'agilité doit sortir de son cadre et devenir fluide et permettre l'adaptabilité pour permettre une robustesse que je qualifierais de dynamique et non seulement se préparer aux turbulences, mais absolument innover en continu. Donc, on va voir comment aujourd'hui. On va parler des défis de l'IA, explorer des modèles organisationnels classiques et les juxtaposer et voir comment est-ce qu'on peut construire avec ça et sortir de notre myopie, de notre double myopie en fait. Je vais parler de ça. Débutons par les turbulences, en commençant par la turbulence qui amplifie toutes les autres. Je veux parler de l'IA. On va voir 4 cas et pas de réussite malheureusement. Le premier, Meta, Instagram, qui a déployé un chatbot pour faire du soutien technique, par exemple faire du reset de mots de passe, etc. Résultat, 20 000 comptes compromis. Pizza Hut, qui a déployé un logiciel d'IA de livraison. Résultat, 100 millions de dollars de frais juridiques, en fait, qui sont demandés par une succursale parce que l'IA ne fonctionnait pas et rajoutait des imprévus, rallonger les délais de livraison, etc. Une autre étude, Checkpoint, rapport Cloud Security 2026, qui a trouvé que l'IA est déjà déployée en production et que pardon, je me perds dans mes diapos. Voilà, on revient. J'étais là. Checkpoint a trouvé que 70% des organisations interrogées utilisent l'IA générative dans des environnements live, mais que seulement 5% disent avoir une visibilité complète sur ces outils et les flux d'IA. Donc, et Checkpoint indique que plus de la moitié ont déjà eu un incident IA confirmé, que 70% ont eu un incident confirmé ou suspecté. C'est dangereux, l'IA. Je vous invite à rejoindre la prochaine présentation tout de suite. Et la dernière, cette fois-ci, Uber, qui aurait épuisé son budget pour l'année de tokens en 4 mois. Et le CTO a dit, OK, on va se calmer. C'est bien beau de développer plus de code, mais quand ça n'amène pas plus de fonctionnalités pour nos clients, eh bien, je suis désolé, mais on arrête ça. On réduit, on ferme le robinet. Et toutes ces histoires que je vous raconte, c'est dans la dernière année au moins. Non, c'est dans les 2 dernières semaines. Juste ces 2 dernières semaines, voilà tout ce qui s'est passé comme nouvelle dans l'IA. Bienvenue aux turbulences. Vous avez l'intention de déployer l'IA? Restez sur le webinaire, on va en parler. Donc, un 5e cas, encore une fois dans les 2 dernières semaines. Cette fois-ci, c'est Second Cap, qui a choisi un logiciel de comptage d'inventaire automatisé. Vous voyez à droite la démonstration du fournisseur, puis à gauche la vidéo de Second Cap, très fier, qui annonce le déploiement de son système dans ses 11 000 magasins en Amérique du Nord. 11 000 d'un coup. Est-ce que ça fonctionne? Bon, après l'annonce en grande pompe septembre 2025, avec, je précise, le fournisseur qui disait que ça réduit le temps, ça accélère le temps de comptage inventaire par 10 et que c'est 99% précis. En janvier, il commence à avoir beaucoup d'employés qui se plaignent que les systèmes ne supportent pas en fait cette IA qui confond par exemple des boîtes de lait, il ne sait pas les compter ou qui manquent des articles. Donc des fois ils ont trop de stock, des fois pas assez, c'est vraiment l'enfer. Donc en mai, le CEO décide de tirer la plug. Après 9 mois, selon mes calculs, ça va coûter 100 millions de dollars. Au bas mot, ce déploiement-là. Donc, pourtant le système fonctionne, on le voit fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire différemment? Et on va utiliser ce cas pratique
parce qu'il est très bien documenté pour voir justement comment est-ce qu'on pourrait utiliser des modèles organisationnels, de la robustesse dynamique, de l'agilité fluide pour les aider, pour faire en sorte qu'un échec comme ça ne se reproduise pas, chez vous en tout cas. Jetons un œil dans le passé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme transformation numérique qui pourrait être comparable? Offshoring, ça vous dit quelque chose? C'est quoi la promesse de l'offshoring? C'est d'automatiser des tâches, pas d'automatiser des tâches, mais de réduire les coûts de certaines tâches de vos employés, réduire les délais, etc. Mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, il y avait des coûts cachés. Le coût horaire plus bas, ça cachait souvent des coûts de coordination, des coûts de reprise de délai, de qualité, de turnover. Donc, il y a des coûts cachés. Les spécifications figées, on doit spécifier avant de transmettre les requis à un fournisseur, donc offshore, et ça frise, ça crée des coûts supplémentaires finalement. Le transfert de connaissances, bien sûr, sous-estimé, la coordination tardive. Est-ce que ça peut fonctionner? Oui, ça fonctionne, ça peut fonctionner. Si on a un couplage faible, si on a des heures communes entre les personnes qui doivent travailler ensemble, donc de la communication, si on a des binômes de livraison, des liaisons, des visites, par exemple, entre les sites, une confiance, si on met vraiment de l'énergie à bâtir la confiance entre les équipes. Un autre exemple de transformation dont on peut s'inspirer, c'est bien sûr les transformations agiles. Là encore, des belles promesses qui arrivent souvent à de l'agilité performative. C'est-à-dire, on va utiliser un nouveau vocabulaire, on va parler de sprint, de vélocité, de Scrum Master. Est-ce que ça change vraiment les choses? Pas forcément. Burn down chart. C'est très orienté performance, efficacité, efficience. Est-ce que c'est vraiment ça l'agilité? Est-ce que ça fonctionne l'agilité? Oui, absolument, ça peut fonctionner. Depuis 2001, je participe à des projets qui fonctionnent de façon spectaculaire. Je vais en parler de un. Mais il faut passer du temps à, par exemple, faire des rétrospectives profondes, des spikes, des expérimentations, de l'apprentissage en continu, de pratiquer son art, prendre du temps, dégager du temps pour ça, travailler ensemble pour favoriser le transfert de connaissances. Donc, ces transformations sont possibles, mais il y a des préconditions. Alors, premier petit sondage. Je vais vous inviter à aller sur le lien que j'avais mis, je ne sais pas, épinglé, c'est ça, épinglé. Je vais le retaper ici. Si vous allez sur ce site, dans le bandeau, tout en haut, vous voyez un lien sondage. Ça devrait vous permettre de placer un bonhomme, mais je vais expliquer le modèle d'abord, pendant que vous vous rendez là. Petite gorgée d'eau, je vois qu'il y a de l'activité. Alors, donc, c'est Henry Mintzberg qui a sorti ce modèle. En fait, il a à peu près 50 ans ce modèle, mais en 2025, il a republié une nouvelle version qui est finalement pas tellement changée. Donc, c'est vraiment un modèle robuste, on peut dire. Alors, il a découvert que, en fait, les organisations ont tendance à adopter toujours la même forme selon leur environnement, selon leur perception de leur contexte. Donc, si elles perçoivent que leur contexte est stable et qu'elles peuvent centraliser les décisions et les informations sont centralisées, à ce moment-là, la meilleure forme d'organisation, la plus efficiente et la plus efficace, c'est la machine programmée. Pensez à McDonald's, où même les clients sont programmés, puisqu'on débarrasse notre plateau après le repas. Tout est programmé chez McDonald's. Donc, leur environnement est stable, ils n'ont pas
pas trop de compétition en tout cas, centralisé, les recettes sont décidées quelque part, puis la majorité des gens exécutent. Quand l'environnement est décentralisé, mais qu'il est toujours stable, là on peut penser aux hôpitaux, aux cabinets d'avocats, aux universités. Ces organisations-là sont finalement assez en silo, plein d'équipes autonomes, et elles sont basées sur le professionnalisme. Les gens passent beaucoup de temps à apprendre leur métier, puis ensuite se rendent dans ces organisations. Quand l'environnement devient dynamique, toujours décentralisé, c'est là qu'on va trouver les pionniers de projet, c'est-à-dire les équipes multidisciplinaires qui sont prêtes à tout, expérimenter tout, se dire OK, on ne sait pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on va le découvrir ensemble. C'est correct dans cet environnement-là. Et c'est comme ça qu'on innove. Et en principe, c'est ce qu'on devrait faire en agilité, une équipe multidisciplinaire totalement autonome, dans laquelle il y a une sécurité psychologique, les gens se font confiance, etc. C'est incroyable pour résoudre n'importe quel problème très ardu. Innover, c'est vraiment la meilleure forme. Et s'adapter, donc à un environnement dynamique. Puis la dernière forme principale, il y en a 7 en tout, mais on va voir 4 aujourd'hui. Là, on peut penser à l'entreprise personnelle, c'est centralisé, c'est dynamique. On pensait à Steve Jobs. Okay. Steve Jobs, il avait une vision, il avait beaucoup de connaissances, il savait comment allait se comporter son marché, et puis il disait aux autres quoi faire, dans quelle direction aller. Alors là, je vais regarder. Donc, vous devez avoir des bonhommes bleus, confirmez-moi, vous avez des bonhommes bleus que vous pouvez aller placer sur le diagramme. Je vois 7 personnes au moins. Vous pouvez en prendre plusieurs d'ailleurs des bonhommes, ils reviennent. Parce que dans le fond, c'est la culture prédominante de votre organisation. Où est-ce que les gens pensent qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont dans une machine programmée? Est-ce qu'ils sont dans des pionniers de projet, etc. Alors, je vais maintenant dévoiler. Est-ce que vous voyez les bonhommes? On ne voit pas encore les bonhommes. Bon, moi, je les vois. Ah, c'est bien. Nous, on ne les voit pas encore, mais j'ai aussi répondu à titre personnel. Mais... Amusant cet exercice. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne les voit pas. Comme je disais, j'ai eu un souci avec Teams ce matin et puis j'utilise la version web, donc ça a un peu Olivier, souvent, changé certaines choses. Il faut Oui. sortir et partager à nouveau. C'est tout le plaisir des environnements Teams de Microsoft, c'est-à-dire qu'il faut que tu partages à nouveau je ne sais pas où tu as les résultats, mais c'est en général comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si tu changes toi-même de fenêtre, il restera bloqué sur la fenêtre d'origine. Alors soit tu enlèves le partage et tu refais un partage. Ça, en général, ça fonctionne bien. Donc arrêtez le partage et tu refais un partage de la fenêtre ou de l'écran sur lequel tu es, où tu veux nous montrer les résultats. Stop sharing. Voilà. Vous voyez. Là, on te voit bien. Il faut partager la fenêtre ou l'écran. L'écran, c'est plus simple. Comme ça, tu peux ensuite... Oui. J'ai perdu ma fenêtre. Sur plus, tu perds tes fenêtres. Pendant ce temps-là, vous pouvez écrire dans le chat On écrit, alors... vos Vive commentaires Teams. sur
les formes d'organisation. Quelles sont vos formes d'organisation préférées et pourquoi? C'est le backup. Je comprends un peu. En tout cas, dès que tu auras retrouvé le résultat, il suffit de partager l'écran et les compatriotes là sont de tout cœur avec toi. Emmanuel, Claude. Bon. On va continuer. Donc, dans vos réponses, je vais vous décrire vos réponses. Ça va aller. Je vais quand même repartager ici. Share. Celui. Okay. Non. Je vais rembobiner la présentation. On voit ton écran là. Épouser toutes les formes. Oui. Donc, mon premier projet agile, dans lequel j'étais un Scrum Master, en fait, c'était un projet qui déployait une technologie mature, un peu comme celle du compteur d'inventaire de Starbucks. C'est un engin de e-commerce assez peu utilisé encore, mais donc c'est là où j'ai commencé à travailler pour Oracle. Et en fait, il a fallu à peu près tout refaire du produit. Et on avait combien de temps pour le faire? 6 mois. Et est-ce qu'on a réussi? Absolument. Est-ce qu'on a réussi avec une méthode agile? C'est un peu plus complexe que ça. Voyons cette histoire. Donc, au début, on a épousé la forme d'organisation personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait un architecte sur le projet qui connaissait bien le produit, qui en connaissait beaucoup plus que les autres. Et finalement, il pouvait jouer son Steve Jobs et dire aux autres un peu c'est quoi la vision et puis de répartir le travail. Évidemment, ça a duré quelques semaines. On a pu ensuite grandir, monter en compétences toutes. C'est là qu'on a vraiment commencé à utiliser une méthode, l'une des premières méthodes agiles, Extreme Programming, c'est l'équivalent de Scrum, la méthode la plus connue, en simplifiant. Et donc, je ne vais pas décrire cette phase-là. Pour moi, je disais, c'est mon premier projet agile by the book. Mais en fait, ce n'était pas by the book du tout. Parce que par la suite, on a fait quand même toutes les techniques pratiques d'ingénierie, ce genre de choses, qui permet de mener au succès. Mais ce n'est pas ça toute l'histoire. Ensuite, on a monté en puissance, on a dit, OK, on divisait le projet en plusieurs composantes, de sections du produit, etc. Et on peut créer des équipes autonomes. C'est un peu ce qu'on appellerait l'agilité à l'échelle aujourd'hui, ou dans les années 2010 déjà. Voilà, donc l'équipe l'a monté à l'échelle, mais ce n'est pas à la fin de l'histoire toujours, parce qu'en fait, à la fin, on s'est même transformé en machine programmée, si j'y arrive. Bon, décidément, ce n'est pas mon jour de... OK. Petite... ça revient. Où est-ce que j'étais? On est sur le slide de Oui, départ. ouais. Parfait. Tiens, je vais aller voir quelque chose. Est-ce qu'on les voit maintenant? On voit la forme, mais sans les bonhommes. Non, toujours pas le bonhomme. Bon, j'aurais essayé. On y revient. Ensuite, juste avant d'aller en production, là, donc c'est vraiment la période des fêtes, c'est vraiment la période maximale d'activité pour le client qui était Bell Canada à l'époque. Ils vendaient en plus des nouveaux cellulaires, c'est vraiment l'enfer, et des forfaits et tout.
très, très, très complexe à configurer comme catalogue. Le produit ne supportait pas l'internationalisation du tout. Il a fallu tout coder ça. C'était merveilleux. Et donc, il y avait quand même quelques bugs. Et à la fin, il a fallu stabiliser les choses, documenter, puis transmettre aux spécialistes qui s'occupaient de l'environnement de production, leur expliquer en fait comment rouler le tout, de façon à ce que ça devienne une machine programmée. On n'improvise pas dans l'environnement de production de Bell Canada, l'un des plus grands opérateurs de télécom du Canada. Donc, c'est nécessaire de devenir une machine programmée à un moment donné, parce qu'on ne peut pas tout expliquer à tout le monde et remettre le monde en question comme ça tous les matins. À un moment donné, il faut aller en production et il faut rester en production. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a fait vraiment tout le tour de toutes les formes et chaque forme se justifiait. Il n'y a pas de jugement à avoir. Quel est le contexte? On adopte cette forme-là et on est content de le faire. On sait que c'est temporaire, c'est justifié. Mais voilà, donc c'est ça que j'appelle l'agilité fluide. Non seulement on peut adopter un mode de travail, un cadre de travail agile, mais on peut aussi, en fonction du contexte qui change, changer cette forme de coordination. Alors maintenant, avec ces réponses-là, est-ce que je devrais pouvoir mettre des copies d'écran hein, dans le chat. Donc, alors maintenant, vous devriez voir la nouvelle question. Alors non, vous ne voyez pas la nouvelle question. On voit pas de questions là. Même moi, je ne sais plus où est-ce que vous êtes. Alors, je vais arrêter de partager ici. Je vais partager ici. Partager. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? C'est lui. Voilà. Alors là, j'ai rajouté une petite complexité à ce diagramme qui est, je l'ai représenté en U parce que il y a un pilier sous l'entreprise personnelle. C'est quoi ce pilier? C'est la connaissance accumulée par la personne qui prend le lead. C'est important, cette connaissance-là, cette connaissance tacite. Si elle n'a pas cette connaissance, on ne va pas lui faire confiance, on n'a aucune raison de la suivre. De l'autre côté, ça, je vous ai dit que c'est des professionnels bien formés. Ben, ça prend du temps de devenir un médecin, ça prend du temps de devenir même une infirmière, ça prend du temps de devenir un avocat, évidemment. Ça prend du temps de devenir un développeur senior. Oui, oui. Donc, c'est ça que j'ai représenté là. Si on ne passe pas de temps là, eh bien, on ne deviendra jamais ce qu'il y a au-dessus. Puis les pionniers, une chose qu'on a faite dans notre projet, et puis je suis sûr plein de gens veulent se reconnaître, on soupait ensemble. En fait, on était une équipe de Montréalais qui travaillait à Toronto, et donc on se retrouvait à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on passait du bon temps ensemble le soir au restaurant de l'hôtel. Et on ne discutait pas de travail. Euh, J'en ai appris plein de choses. Ça faisait quoi ça nous soudait. Après, ça fluidifiait les communications. On était bien plus efficace. On n'hésitait pas à se challenger mutuellement, à se dire non, je ne pense pas que tu as raison là. Peut-être ailleurs, mais pas là, et etc. Ce genre de choses-là. Donc, cet espace-là, c'est pour représenter un peu l'inconnu. Il y a plein de choses qu'on fait dont on ne sait, on n'a aucune idée si elles vont être utiles ou pas. Et c'est nécessaire de passer ce temps-là à discuter. Donc, c'est ça, c'est se passer du temps dans ce U-là qui construit la robustesse de l'organisation. Et pourquoi je parle de robustesse dynamique? C'est parce que on va adopter des formes de configuration qui vont être dépendantes du contexte. Donc, finalement, la culture de l'organisation, elle est là. Elle n'est pas là ou là ou là. J'espère que vous voyez ma souris. Parce que le contexte change et si on veut être vraiment robuste de façon dynamique, eh bien, il faut s'adapter au contexte.
Euh, J'essaie de revenir au master, oui. Ah, ok, super. Je vois plein de bonhommes partout. C'est parfait. Euh, donc, par contre, je ne pense pas que vous avez répondu à cette deuxième sondage-là. C'est pas grave. Donc, maintenant, vous pouvez voir, visualiser en fait où est-ce que vous devriez passer plus de temps pour bâtir la robustesse dynamique de votre organisation. Alors, est-ce que c'est pertinent pour l'IA, ça? Eh bien oui, l'IA peut adopter plusieurs formes. Les agents IA, prétendument, sont censés complémenter, même potentiellement remplacer des travailleurs ou des tâches en tout cas. Donc on doit pouvoir collaborer avec. Donc, qui dit collaboration dit collaborateur. Collaborateur, eh bien, on a vu qu'ils peuvent épouser, fitter dans chacune de ces formes. Donc la machine programmée, alors là, c'est un peu un cas extrême, mais on peut imaginer qu'une IA, en tout cas, une IA spécialisée, en tout cas, ça c'est sûr, une IA spécialisée peut être déterministe et donc se comporter comme un agent dans une machine programmée. Une IA générative, c'est débattable. Je pense que vous avez vu ça plus en détail dans des webinaires précédents, mais l'IA générative n'est pas déterministe. Donc, on ne peut pas lui dire, OK, fais toujours ceci. On a vu Meta avec ses chatbots qui donnent les mots de passe à n'importe qui. Donc, il y a des domaines qui ne doivent pas être utilisés comme application. Mais on peut très bien utiliser des programmes et de l'IA spécialisée. Elle peut être utile, on peut, comme programmeur senior, moi, par exemple, j'interagis avec plusieurs agents euh, avec lesquels j'émets des hypothèses, je teste des choses, etc. J'ai une flottille d'agents et puis plusieurs personnes que je connais travaillent comme ça. Euh, c'est ça, ce qu'on comporte comme Steve Jobs finalement avec leurs agents. Évidemment, il y a une autre utilisation qui est vraiment que ce sont des collaborateurs. Je pense que c'est un peu la façon dont Anthropic fonctionne. Il y a des développeurs et puis il y a des agents qui... Et quelquefois, c'est difficile de savoir où commence l'agent, où termine, où commence le programmeur humain. Euh, voilà. Donc, c'est la symbiose finalement. C'est l'équipe agile, multidisciplinaire, mais à moitié humaine, à moitié agentique. Pourquoi pas? Puis la dernière, ben, c'est quand on met à l'échelle, on peut très bien imaginer, par exemple, en opération, des agents spécialisés dans certaines tâches, dans certains coins de votre système opérationnel. Donc, pour dire que vraiment, on peut appliquer ces leçons apprises pour les humains aux IA. Alors, mais la question, c'est, donc, pour alimenter cette robustesse-là, ce U, en fait, le U, on passe du temps parce que c'est le soutien au système de travail. On va passer du temps là parce que ça construit, ça répond à nos besoins de socialisation, nos besoins de confiance, nos besoins de régénération. Bien, les IA, ils ont besoin? Ils ont besoin, par exemple, de données. Ça, c'est sûr. Donc, on sait que si on bypass la phase de réflexion sur comment est-ce qu'on construit des données de qualité sur lesquelles les IA se basent, ben, on court à la catastrophe. Donc, c'est utile aussi d'appliquer ce modèle-là pour l'IA. Alors, Starbucks, qu'auriez-vous essayé? Donc, étant donné que ça ne fonctionne pas vraiment, ben, je vais vous le demander dans le chat. Tiens, vous pouvez soumettre vos idées. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour ce brave Starbucks qui nous sert du café et qui ne veut pas manquer, par exemple, de lait d'avoine comme ingrédient ou bien de crème ou je ne sais pas quoi, mais pas en acheter trop quand même. Et utiliser donc ce système de vision, de reconnaissance de produits, de comptage de produits assisté avec de l'IA. Ce n'est pas de l'IA générative en passant, c'est de la vision. C'est quelque chose qui est un peu mieux maîtrisé avec un radar LIDAR. Voilà.
Mais moi, j'ai trouvé deux idées. Donc, impliquer davantage les employés dans l'expérimentation. C'est clair que quand le système a été testé, il fonctionnait bien. Quand il a été déployé dans les magasins, il fonctionnait moins bien. Peut-être qu'ils auraient pu identifier dans quel cas ça fonctionne bien et dans quel cas ça fonctionne moins bien. Et impliquer les employés, ben, c'est la clé du succès. Là, c'est clair que ça a été bombardé sur eux. Ils n'ont pas vraiment eu leur mot à dire. Donc, ça pouvait difficilement fonctionner. Évidemment, y aller de façon plus progressive. Donc ça, ce dont je viens de parler, c'est le Project Pioneer, le pionnier de projet, d'impliquer vraiment euh, le- les gens dans la co-construction de leur outil de travail. L'autre possibilité, c'est une entreprise personnelle d'ajouter, par exemple, de la reconnaissance vocale au système. C'est-à-dire, la personne qui utilise le scanner, euh, il va en même temps dire, compter lui-même, et ça va permettre une boucle de rétroaction de façon à pouvoir améliorer l'IA. Voilà, bon, il y a plein d'idées comme ça qui peuvent générer. Juste en regardant ce modèle-là, en se disant, en sortant un peu du système de travail qui est là, et surtout en s'éloignant de la myopie de la performance qui est là. C'est pour ça que je parlais de myopie. En fait, on veut tout de suite aller en production, euh, créer un système déterministe, mais avant de créer ce système déterministe, il faut voir c'est quoi les conditions qui vont lui permettre d'avoir ses besoins satisfaits et donc d'être déterministe. C'est ça la grande leçon. Euh, Au niveau du temps, où est-ce que j'en suis, Christophe? Allez, encore 5 minutes. On est à 40 là exactement. Ok, Donc il y a encore 5 minutes pour laisser 5-10 minutes de questions-réponses. faisable. Alors, très rapidement, une méthode, un cadre agile, un de plus, mais je pense que c'est le dernier, ça. Un cadre agile qui promet, en fait, qui permet d'épouser cette agilité fluide. Fast Agile, et vous pouvez aller le voir sur le site fastagile.io. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose de créer une grande équipe, comme une trentaine, quarantaine de personnes, par exemple, euh, qu'on appelle un collectif, qui va permettre de réduire le coût de coordination parce que on a des rencontres à peu près tous les 2 jours de 45 minutes maximum, euh, 30 minutes souvent. Donc, c'est vraiment moins de temps en réunion. Fluidité, donc les gens, en fait, regardent un marché des sessions, comme le backlog, mais visualisé sur un grand tableau. Et puis, les gens vont aller marcher vers le travail, vers ce qui les intéresse de faire. Et tout est fait, il n'y a pas de choses qui sont mises de côté. Et ça leur permet de décider est-ce qu'ils vont travailler solo, en binôme, avec qui ils vont travailler, quelles équipes multidisciplinaires, mais de façon dynamique, de façon fluide. Un jour, 2 jours, on travaille avec 3 personnes, 2 jours suivants, on travaille avec peut-être une personne en plus ou dans une équipe complètement différente. C'est le travail et le contexte qui déterminent où est-ce qu'on va travailler. Souvent, ça débloque des choses comme 2 équipes agiles, pod, on doit faire quelque chose entre ces 2 équipes, ben, ça va passer par le backlog. Et là, ça va être on peut voir les résultats 3 semaines, 3 mois plus tard, c'est pas super agile, c'est pas très fluide. Alors que là, on prend les personnes des autres équipes, on les met ensemble et ou elles se mettent ensemble, plutôt, elles décident sur quoi elles travaillent. Et la robustesse, donc on dédie du temps au collectif. Donc, allez voir sur faceagile.io, par exemple, si ça vous intéresse, cette méthode-là, mais c'est une méthode qui crée un cadre qui permet cette agilité fluide. Et en plus, on peut construire la robustesse de façon numérique. En conclusion, choisissez la forme la plus adaptée au contexte. Ne soyez pas religieux sur une culture ou une forme d'organisation en particulier. Toutes les formes se valent. Toutes les formes, non, pas se valent, mais sont justifiées dans un contexte précis.
Là, pour faire référence à cette série de rendez-vous en terre numérique, j'ai choisi de parler de terreau numérique. Le U, là, c'est le terreau. Nourrissez-le, ce terreau. Il vous le rendra. Alimenter le système de soutien au système de travail. C'est ça qu'on ne fait pas assez. C'est ça qui fait qu'on ne bâtit pas assez la robustesse. Et donc, bah, commencer petit. En fait, ce que je réalise, c'est que, par exemple, les rencontres d'équipe sont des microcosmes qui permettent de refléter la culture de l'organisation. Si vous adoptez toujours la même façon de vous rencontrer, comme par exemple, OK, on a l'agenda, et puis on passe à travers de tous les items de l'agenda, bah, ça, c'est une culture de machine programmée. En fait, quelquefois, il y a des nouvelles informations qui font que ben, on doit dérailler l'agenda et c'est correct, c'est la bonne chose à faire. Donc, observez votre confort à changer de façon de se coordonner dans une rencontre, ça vous dira un peu quelle est votre culture. Est-ce que vous avez une culture d'agilité fluide ou pas encore? Et c'est ça qu'il faut travailler. Et j'ai fini, puisque la suite, ce sont toutes les références. Donc, vous aurez ça dans le PowerPoint, le PDF en fait que vous recevrez. Euh, mais ma dernière invitation pour vous, c'est d'aller sur agileu.com, le site que vous devriez pouvoir utiliser, vous auriez dû pouvoir utiliser. Et tout en bas, il y a une lettre d'information pour en savoir plus là-dessus. Voilà. Merci. Et un grand merci Olivier, c'était passionnant, effectivement un angle on n'a pas forcément l'habitude d'avoir, donc merci en tout cas pour ce traitement, je pense qu'il va inspirer beaucoup de monde. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à les essais Teams, etc. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc il y a une question, est-ce qu'il y a d'Emmanuel justement Rancourt qui nous pose la question, y a-t-il un lien avec la théorie U de Otto Scharmer du MIT? Alors, le lien qu'on peut faire, effectivement, c'est que pas spécifiquement, mais le lien qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, il faut une remise en question. Il faut d'abord déconstruire ces schémas mentaux pour pouvoir en apprendre d'autres. Ce serait ça le lien que je fais. D'accord, effectivement. Alors il y a aussi, Et on voit... les nouvelles Oui, façons de se coordonner, il faut les pratiquer. Ça ne suffit pas de les connaître en théorie, mais il faut les pratiquer. Donc, la pratique de ces différentes formes de synchronisation, de ces différentes formes de coordination est indispensable. Parce que d'accord. c'est comme quand la crise vient, ben, c'est pas là qu'on va commencer à apprendre à faire de la gestion de crise, c'est avant, c'est en amont. Donc si on est confortable pour adopter chacune des quatre formes de coordination, eh bien, ça sera beaucoup plus naturel. Alors j'avoue que la théorie U de Otto Scharmer, je ne la connais pas, du MIT. Est-ce que on pourrait la résumer en peut-être en une phrase pour nos auditeurs? Vous Ah, ne voilà. voyez pas Je- ce que je Non, que tu es fais, en train de mais chercher dans ta bibliothèque, là, je vois. oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Voilà, comment faire. Donc En c'est une la phrase, théorie U, d'accord. non mais ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est un livre de euh, 430 pages. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, Bon, on ouais. va demander un résumé alors. Alors, il y a Pierre Ness de Suisse qui nous dit l'ontologie des données révèle des interactions dans un système, donc parle d'organisation. Cette configuration Mhm, influe sur la performance de l'IA ou des IoT. Donc apparemment, c'est plutôt une affirmation qu'une question. mhm, Mais mhm. j'ai vu des échanges avec un autre esthète qui est notre ami Claude Aymon, justement, qui dit le contexte dicte tout. Tu peux réagir. Alors, on sent que c'est philosophique là, hein. Il n'y a rien de permanent Bouddha, ça va loin quand même. Donc très Ouais, bah, intéressant tout ce à fait fast raison. agile, Tout très à fait fluide. raison. Voilà, Est-ce que, est-ce que je vas-y. devais réagir ou- Tu peux réagir si tu veux, je suis en train de lire les autres questions.
Alors oui, là, j'ai une réponse de Elon perplexe. Tiens, la théorie U est un cadre de changement organisationnel et d'apprentissage développé par Otto Scharmer, chercheur senior au MIT. Elle propose une approche de changement fondée sur la conscience, où les individus et organisations apprennent du futur qui émerge plutôt que de réagir au passé. Ouais, c'est une belle synthèse. Bah, je ne connaissais pas. Mhm. Merci en tout cas à Emmanuel. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a une quarantaine de personnes encore. On avait dépassé les 40. D'autres questions que vous souhaitez poser? Alors, ça peut être aussi par oral, hein, dans ces 3-4 dernières minutes. Alors, on a Maïssa Dupuis. Pour l'organisation programmée, on comprend, mais pour les autres types d'organisation, où se situe la hiérarchie selon vous, s'il vous plaît? Quel pilotage, s'il vous plaît? Là, on voit que la question est importante, Olivier. Oui, la hiérarchie. Donc, la hiérarchie existe, qu'on le veuille ou non. Ok. Il y a toujours des hiérarchies qui se créent. Quand il n'y en a pas, on remplit le vide. Donc, il faut être conscient de ça, ok, que le monde est hiérarchique, qu'on le veuille ou non. Le simple fait que je parle là en ce moment et personne d'autre, mais c'est une hiérarchie, qu'on le veuille ou non. Euh, mais ce qui est important, hein, de réaliser, c'est qu'il faut être confortable à changer cette hiérarchie-là. C'est ça la clé. Quand je disais que l'architecte dans notre projet au début, il savait plein de choses, à la fin, tout le monde en savait autant que lui, ou sinon plus. Euh, ça change, ça évolue. Euh, ce qui est un peu dommage, je trouve, dans les méthodes agiles, c'est qu'on a transformé les rôles en titres. Donc, Scrum Master, pour moi, c'est un servant leader de l'équipe. C'est quelqu'un qui va être au service de l'équipe, pour les aider, pour enlever les obstacles, etc., pour aller voir les autres dans l'organisation. C'est pas un titre. Une fois qu'on a mis un titre, ben, on rigidifie un peu l'organisation. C'est un peu dommage. Donc, pour répondre à la question de la hiérarchie, ce qu'il faut, c'est de se rendre compte que le management, c'est une fonction, c'est pas un titre. Et si on prend cette posture-là d'aider l'équipe, d'aider l'organisation, eh bien, on a une meilleure compréhension du management, du rôle de management, de hiérarchie, etc. Donc, je dirais, appliquons la fluidité à la hiérarchie. Voilà, s'il vous plaît. D'accord, ok, c'est très clair. Alors on a aussi une question, observation de Jean-Pierre Grandet qui dit: si j'aborde la robustesse de Nice, il a précisé, d'une cible et l'agilité du pilotage pour atteindre cette cible dans un contexte perturbé, comment Mhm. je place l'IA pour observer le contexte avec ses évolutions et corriger le pilotage, ou plus pour corriger la cible? Ou les équipes corrigent la cible et on agit sur le pilotage agile avec l'IA? C'est un Wow, peu lourd comme c'est question, hein. oui, ça m'inspire quand même. Ah, super. Ce que ça m'inspire, c'est que, en fait, en robustesse, je vais avoir tendance à regarder qu'est-ce qu'il y a derrière la cible. Alors, Olivier Hamon, spécialiste en robustesse, propose de questionner la question. Que une cible est utile dans un monde stable et centralisé. Quand le monde fluctue, ben, la cible, ça a plus vraiment de sens. Être efficace, c'est atteindre son objectif. Et quand on atteint son objectif, on n'en atteint aucun autre. Parce qu'on fait des optimisations, on sacrifie plein d'autres choses. Donc, par exemple, pour la prise de décision, pour moi, c'est important de faire aussi la non-prise de décision, Hmm. qui permet de garder des options. On n'a pas d'agilité si on n'a pas plusieurs options. Il faut développer les alternatives, maintenir ces alternatives pour rester agile. Et c'est la même chose avec la robustesse, on se prépare. C'est la différence entre l'adaptation et l'adaptabilité. L'adaptation, c'est l'optimisation pour un risque en particulier. L'adaptabilité, c'est la robustesse par rapport à tous les risques qui peuvent s'en venir. Alors, je ne sais pas du tout si ça répond à la question, mais c'est ce que ça m'inspirait. Très bien. C'est Jean-Pierre Grandet qui pourra te dire si oui ou non
Et par rapport à répond. l'IA, oui, l'IA a un rôle effectivement d'agrégateur, de digesteur de données, je sais pas comment appeler ça là, mais Mhm. un grand manipulateur de données. Mais il faut vraiment faire bien attention aux données qu'on qu'on injecte dans ce système finalement, qu'elles soient à jour, qu'elles soient sécurisées, etc. Plein de choses. Donc c'est quand même, c'est un beau défi. C'est un beau défi. C'est clair. Alors on regarde s'il y a encore une question, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Il y a pas mal, donc Jean-Pierre te remercie, Claude et moi aussi. Pierre Ness nous donne aussi des informations complémentaires, donc merci Pierre de Suisse, c'est sympa. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de nous arrêter là. Donc un grand merci déjà Olivier pour cette contribution et à vous toutes et tous là Plaisir. participants. On voulait juste vous dire qu'il y a eu des grosses demandes justement pour que les intervenants comme Olivier puissent faire animer des séminaires, hein, rendez-vous en terre numérique. Donc voilà, il y a déjà des séminaires pour les 6 et 7 juillet pour ceux qui sont intéressés. On a même avec le décalage des 6 heures des gens de Québec qui se sont inscrits, hein, notamment au nouveau schéma directeur numérique à l'ère de l'IA que j'aurai l'occasion d'animer moi-même, ou le marketing digital là, et les relations clients. C'est une formation vraiment extraordinaire, hein, qui révolutionne la manière dont on interagit avec les clients et toute l'approche marketing par Bernard Laure qui est déjà intervenu. Olivier, aussi Zara, un compatriote, hein, qui interviendra sur 15 techniques pour décider, la clé du succès dans l'excellence opérationnelle aussi. Et la semaine prochaine, donc vous voyez que ces rendez-vous en terre numérique donnent aussi lieu, alors des formations sur le prompt, ça nous a pas mal été demandé, les fameuses opportunités de l'IA générative, et aussi sur responsable des systèmes d'information, les clés du métier. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Vous avez une adresse où vous pouvez tout simplement accéder, hein, au lien pour vous inscrire, en tout cas ceux qui le souhaitent. Les formations sont payantes, les rendez-vous en terre numérique ne le sont pas, hein, juste que les choses soient claires. Voilà. Mais écoutez, un grand merci. Il est -5, on va essayer de respecter. Merci encore à toi, Olivier, et bonne journée, puisque toi, c'est encore le matin, c'est ça? Il n'est pas tout à fait 8 heures du matin à Montréal. Apparemment, il fait beau. Donc, belle journée, C'est en ça. tout cas, Merci à beaucoup. toi et tigidou, comme on dit chez toi.